Bonjour à tous. Récemment, j'ai partagé sur les réseaux sociaux une affiche pour le festival de bande dessinée de Chambéry qui organise un concours de dessin sur le thème des animaux. Dans ce contexte, je me suis dit que j'allais montrer quelques petits tips de comment moi je fais pour apprendre à dessiner un animal. Je me répète un petit peu, mais je dis pas que c'est la façon de faire, je dis pas, absolument pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit. J'ai juste moi comment j'ai fait pour apprendre à dessiner des animaux. À la base, moi, j'ai commencé à en dessiner quand j'étais en école d'animation. Je travaillais sur un personnage de chat et j'en dessinais pas du tout à l'époque, donc j'ai commencé à en dessiner plein d'après photos. Et dans ces cas-là, je ne réfléchis pas à ce que je fais, je prends plein de modèles sur internet. Alors là, j'ai mon ordinateur à ma droite avec. J'ai tapé dans Google panthère nébuleuse parce que c'est un animal que je trouve joli. Et je vais commencer à en dessiner plein sans réfléchir à ce que je fais, sans faire attention plus que ça aux proportions. Le but, c'est surtout de permettre au cerveau de se former en, en lui donnant l'occasion d'intégrer ce qu'il est en train de voir. Et le fait de le dessiner en même temps, ça va vous forcer à observer bien mieux que si vous observez simplement. En plus, ça va vous laisser une trace de quelque chose. Donc, le but, c'est pas de faire un joli dessin, mais ça peut vous aider à peut-être à vous motiver ou en tout cas à voir vos progrès. Vos progrès, pardon. Donc là, j'ai tout simplement une photo sous les yeux et je vais essayer de la refaire en essayant surtout de comprendre ce que je suis en train de dessiner et de lâcher un petit peu mes tics de dessin. Alors justement, tout en disant ça, je viens de me rendre compte, par réflexe, ici j'ai fait une joue bombée alors qu'en fait, je vois pas très bien parce que sur la photo, la panthère est dans l'ombre, mais clairement, ça fait pas du tout cette forme-là. Donc voilà, le but, ça va être de travailler avec un œil neuf et d'essayer de vous sortir justement de toutes ces habitudes que vous pouvez avoir. On a tous des clichés en tête de comment est fait tel animal, tel objet, telle partie du corps humain, peu importe. Mais du coup, c'est très important régulièrement de refaire des espèces de petites mises à niveau juste pour dessiner d'après nature et comprendre ce qu'on dessine. Et c'est comme ça que vous allez progresser assez rapidement. En dessinant d'après nature et en essayant de bien comprendre ce que vous dessinez. Alors forcément, cette technique-là, ça va se développer sur du long terme. Il faut quand même déjà avoir un petit bagage en dessin pour y arriver. Pour ceux qui ne dessinent pas du tout, je vous inviterai à regarder soit des personnages déjà stylisés, par exemple dans des dessins animés ou sur des peintures ou quoi que ce soit, selon ce qui vous inspire, dans des bandes dessinées aussi, etc. Et de les recopier, d'essayer de comprendre comment le dessinateur a stylisé le personnage. Et dans un deuxième temps, quand vous aurez un peu plus d'expérience en dessin, là, commencez à faire le dessin d'après nature. Je pense que dessin d'après nature, ça peut être un peu frustrant pour des personnes qui ne savent pas du tout dessiner, parce que c'est quand même assez compliqué, ça demande beaucoup de concentration. On ressort de là en général très fatigué parce qu'on est un petit peu à 200% en train d'essayer de comprendre ce qu'on fait en même temps qu'on dessine. Et du coup, pour des personnes qui ne savent pas du tout dessiner, qui n'ont pas de sens des proportions encore ou quoi que ce soit, ça viendra, mais dans un premier temps, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Il y a quelques années, moi j'avais pris des cours de modèles vivants pour dessiner des personnes humaines en direct. Et dans mon cours, il y avait deux personnes qui ne savaient pas du tout dessiner, qui s'étaient retrouvées là pour apprendre des bases d'art plastique. Et ça avait été très frustrant pour elles parce que déjà elles étaient dans un cours avec des personnes qui avaient déjà un bon bagage en dessin. Et elles ne savaient pas trop par où commencer, elles ne comprenaient pas trop, elles n'étaient pas du tout convaincues par ce qu'elle donnait à voir en image. Et au-delà de ça, le prof ne restait pas présent pendant les cours. Il venait au début, il passait 5 minutes au milieu du cours et il revenait à la fin pour la conclusion et pour regarder un peu ce que chacun avait fait et donner juste quelques petits conseils en passant. Et en fait, il faut bien comprendre qu'en dessin, c'est un petit peu comme quand vous apprenez à jouer d'un instrument de musique. C'est pas le fait de prendre 1 heure de cours par semaine qui va vous former. Ce qui va vraiment vous former, c'est le travail entre deux. Donc je sais pas si on dit plutôt au moins 5 minutes par jour ou au moins 1 heure par jour ou juste avoir une régularité, mais en fait c'est vraiment ce travail que vous allez faire par vous-même qui va être formateur. Après, le fait d'avoir des cours, ce
qui va vous aider, en fait, c'est, surtout si ce sont des cours particuliers, c'est qu'une personne va prendre le temps de vous épauler et de vous guider tout en essayant de respecter votre trait qui est déjà présent, ou en tout cas les idées que vous avez, pour ne pas trop vous en éloigner, mais les sublimer, on va dire. Mais après, le travail, c'est à vous de le faire, et forcément, le plus gros du travail, ça va se faire en solitaire chez vous. Je repense aussi, en disant ça, à une illustration un petit peu connue d'un illustrateur qui faisait de l'animation, qui allait demander à un animateur de dessin animé chevronné qu'est-ce que tu écoutes comme musique pendant que tu travailles pour te concentrer, ou pour être dans la bonne dynamique, avoir la bonne énergie. Donc c'était un dessin, et on voit l'animateur en chef qui se met à hurler en lui disant est-ce que tu crois vraiment que je suis suffisamment intelligent pour faire deux choses à la fois. Et qu'elle est un petit peu marrante cette image, peut-être que c'est un petit peu vieille école, mais techniquement c'est vrai que si vous voulez vraiment bien apprendre quelque chose, même si la musique vous aide à vous concentrer ou quoi, de temps en temps c'est quand même bien d'être seul et dans le silence total et d'être vraiment à ce que vous faites, parce que ben voilà, vous n'allez pas avoir le même niveau de concentration et ça pourra être plus bénéfique. Moi personnellement, je sais que selon les étapes de travail, je vais avoir besoin de plus ou moins de tranquillité. Par exemple, quand j'écris des scénarios, parce que ça m'arrive, dans ces moments-là, soit je suis en train de me promener et je réfléchis en même temps, parce que le fait de se promener notamment en forêt ou dans des lieux naturels, ça aide le cerveau à réfléchir un peu plus tranquillement et à lâcher les idées. Donc dans ces cas-là, soit j'ai un carnet, soit je prends des notes vocalement en gardant un téléphone près de moi pour pouvoir enregistrer des idées, et je renote tout en rentrant chez moi et je retravaille le scénario, etc. Soit j'écris mon scénario directement, parfois je le dessine aussi, enfin bref. Mais dans ce moment-là, en général, je vais avoir besoin de pas mal de solitude. Parfois aussi, je vais avoir besoin d'échanger avec quelqu'un pour trouver les idées, mais au moment de l'écrire bien au propre et tout, de savoir où je vais et de vraiment réfléchir à la trame, là j'ai besoin d'être très concentré et d'être seul. Après, pour la partie storyboard d'une bande dessinée, là, ça va être vraiment beaucoup de concentration. Parfois, c'est juste des petits bonhommes bâtons. Du coup, quelqu'un de novice qui arrive dans cet univers va penser que c'est le truc qui se fait en 3 minutes 50. Voilà, on fait des petits ribouillis et c'est fini. En fait, souvent, le storyboard, c'est une des parties les plus compliquées de l'élaboration d'une bande dessinée, parce que c'est comme au cinéma, le storyboard, ça va être là où on choisit les cadrages et aussi où on choisit les emplacements pour mettre les bulles, et parfois c'est assez compliqué. Et selon votre storyboard, ben, même si c'est la même histoire, on va pas donner la même intention, la même énergie, etc. selon comment il est mis en page et comment il est découpé. Et ça peut être un travail vraiment fastidieux et compliqué. Donc parfois on est amené à le refaire entièrement, à réfléchir. Enfin, ça peut être une partie vraiment bien prise de tête. Et dans ces cas-là, la plupart des dessinateurs et scénaristes ont besoin d'être vraiment très concentrés, dans le silence, etc. pour le faire. Après, moi personnellement, soit je prends mon storyboard, je l'imprime et je fais directement mon ancrage dessus en zappant la partie crayonnée, soit je refais un crayonné super abouti sur Photoshop. J'ai tendance de plus en plus à faire un crayonné abouti sur Photoshop, parce que là où je pensais gagner du temps, finalement je me rends compte que je dois refaire des choses et tout sur un ancrage, et au final je perds du temps, je suis pas forcément contente du résultat, et ça me demande d'être très concentrée à l'ancrage. Du coup, je préfère faire cette étape de crayonné assez poussée. Là, ça dépend vraiment de ce que je dois dessiner, si c'est des choses complexes ou pas, s'il faut que je sois concentrée, si les personnages existent vraiment. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'ai des modèles sous les yeux pour qu'ils soient bien ressemblants, etc. Donc voilà, ça va dépendre, mais de temps en temps, je peux écouter de la musique, voire même une émission en faisant ça. Donc moi, j'aime bien écouter des émissions d'histoire, d'archéologie et d'ethnologie. C'est vraiment les trucs que je recherche le plus, donc c'est souvent sur YouTube. Et ensuite, donc, vient l'étape de l'ancrage. Et si j'ai super bien préparé mon crayonné, l'ancrage, là, à ce moment-là, ça devient vraiment du divertissement, où
c'est pas du tout du décalcage, hein, on doit quand même réinventer le dessin, etc. Mais ça peut être... il faut quand même qu'on soit dans une dynamique assez tranquille pour faire l'ancrage, pour que le dessin ne soit pas figé. Donc là, en général, je peux regarder un film, écouter un podcast, écouter une émission, etc. en même temps. Et après, au moment de la mise en couleur, alors là, ça dépend comment vous faites. Moi, si je fais des mises en couleur informatiques, j'ai plusieurs étapes. J'ai déjà fait des tutoriels écrits là-dessus. Je commence par une étape que j'appelle le silhouettage, où je vais juste euh, silhouetter en fait chaque personnage, chaque objet, etc. Donc, c'est un peu du remplissage, hein. C'est là pour le coup, c'est pas une étape où il y a besoin d'être un artiste ou de super bien maîtriser Photoshop ou quoi que ce soit, et encore moins d'avoir un sens des couleurs pour le faire, puisque je colorie tout dans une même couleur, mais en faisant des systèmes de calque. Alors si vous connaissez pas Photoshop, ça va pas vous parler, désolé. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment besoin d'aucune concentration et je peux faire plein de trucs à côté, je peux parler avec des gens en même temps, j'allais dire je peux rédiger des mails. Non, techniquement je ne peux pas parce que j'ai besoin de mes deux mains, mais voilà, c'est une étape où j'ai vraiment pas besoin de concentration quand je commence la mise en couleur. La mise en couleur en général, moi personnellement, j'ai pas besoin d'être hyper concentrée, ça va vraiment être sur la fin, au moment de bien choisir les couleurs, ou alors au contraire au moment d'établir la charte. Et moi je fais ça au début, donc la charte pour chaque personnage, choisir leurs couleurs, etc. Moi en général je prends beaucoup de documentation pour avoir quelque chose de, si ça s'y prête, d'historiquement assez fidèle. Donc là, voilà, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire assez attention à ce qu'on fait tout en gardant des couleurs harmonieuses. Donc là, pareil, il faut pas mal de concentration. Bref, je reviens à mon dessin. Donc là, j'avais une photo sous les yeux. Je faisais un petit peu ça en dilettante, comme je parle en même temps, je suis concentrée. Donc je vais essayer de trouver une photo qui n'a rien à voir. Dans le sens, là, la panthère est à moitié allongée sur une branche, elle est un petit peu appuyée quand même sur sa patte droite. Je vais essayer de chercher une autre photo sur internet, donc en partant du principe que ça va être révélateur des posings, des positions qu'elle va pouvoir prendre à l'état sauvage. Le but c'est vraiment de multiplier les points de vue, donc de dessiner de face, de dos, de profil, de trois quarts. L'animal peut être en train de sauter, peut être en train de dormir, peut être en train de donner un coup de patte aussi. Si vous avez des photos où par exemple dans le cas d'un félin il est en train de se battre, etc., ça peut être intéressant, ou de grogner, etc. Alors là, j'ai trouvé une photo qui m'intéresse parce que l'animal a une posture qui fait très chat, on dirait qu'il fait le gros dos. Par contre, la tête, c'est quasiment le même profil. Donc là, je vais pas vraiment m'y appesantir. Je vais faire des grandes lignes. Et une fois de plus, j'insiste, c'est pas grave si c'est moche. L'important, c'est surtout qu'est-ce que vous allez retenir de ce dessin. Qu'est-ce que vous allez apprendre en le faisant, etc. Parce que là, ce que je fais présentement, ça ressemble pas vraiment à ma photo. Mais l'important, c'est qu'est-ce que j'essaye d'en retirer. Donc par exemple, là, je suis en train d'apprendre que le museau des panthères nébuleuses a une forme assez allongée, assez douce, pas trop cassée, mais en même temps beaucoup plus marquée que pour un chat. On voit quand même beaucoup le haut du crâne dès qu'elles sont un petit peu penchées. Voilà. Et là, ce que je veux, c'est surtout le posing. Donc en plus, j'ai pas forcément besoin de rentrer dans les détails des tâches. Moi, je veux vraiment garder cette idée de position, la façon dont elle s'élève sur ses pattes avant. Je vais essayer. Je dis pas que j'y arrive. Et une fois de plus, même si j'y arrive pas, c'est pas très grave. L'important, c'est d'essayer de comprendre. Donc, si vous voyez que vous avez fait un dessin sans être concentré, ça veut dire probablement que vous n'allez pas retenir ce que vous venez de faire. Donc, je vous invite à le recommencer pour que l'idée de ce que vous faites rentre bien en tête. Alors là, j'essaie de comprendre à quel endroit commence le cou parce qu'on ne le voit pas sur la photo, donc je pense que c'est à peu près ici, pour avoir le dos qui vient comme ça. J'imagine que ça continue à ce niveau-là, la partie derrière les pattes. Je vais m'autoriser à faire des traits de construction, ne serait-ce que pour comprendre bien le relief du corps, comment est-ce qu'il vient se placer. Alors j'insiste, c'est ma façon de faire, je dis pas que c'est la façon de faire absolue. Moi j'ai besoin de ça pour
pour comprendre mon modèle, pour comprendre ce que je dessine. Et je sais que si je ne passe pas par cette étape, vraiment pour bien comprendre un modèle, ben, il sera beaucoup moins maîtrisé et ça se sentira quelque part sur le dessin. Même si je le fais d'après photo et que c'est super bien fait, ça se sent quand même hein, quand vous connaissez votre sujet. D'ailleurs, soit dit en passant, à l'époque où j'ai dessiné l'album Le Dernier Refuge, je venais d'adopter un chiot, donc c'est Nighty Chouquette, dont je parle souvent sur mes réseaux sociaux, c'est mon chien. C'est un beagle. Donc à la base, le scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier m'avait demandé de représenter, je crois que c'était un berger australien ou un berger belge peut-être, en tout cas c'était un berger. Et je dis non, ce sera un beagle. Parce que voilà, je voulais dessiner mon chien, c'était l'occasion. Et en fait, j'étais un petit peu embêtée sur le coup parce que j'ai été appelée sur ce projet parce que mon éditrice savait que j'avais une certaine maîtrise pour dessiner les félins et il y avait énormément de chats dans cet album. Par contre, quand elle m'a dit il y a un chien aussi, avant que je découvre le scénario qui était déjà entièrement écrit quand je suis arrivée sur le projet, j'étais un peu embêtée. Enfin, ça m'inquiétait pas trop, j'allais travailler, mais je me disais, bah, les chiens, par contre, je sais pas trop faire. Et étrangement, le fait de côtoyer un chien au quotidien, eh bien, avant même que j'aie le temps de faire ce genre d'exercice, j'avais déjà compris plein de choses sur le chien, en fait. Je savais naturellement, sans trop réfléchir plus que ça, dessiner une patte de chien, parce que j'avais l'occasion de regarder mon propre chien au quotidien. Et ça aide énormément. Également, il y a des postures que le chien a dans la bande dessinée Le Dernier Refuge. Clairement, si j'avais pas eu mon chien qui, devant moi, allait bâiller ou jouer ou avoir des attitudes très spécifiques d'un chien, je les aurais pas fait spontanément parce que j'y aurais pas pensé, je n'y aurais pas réfléchi. Regarder des photos et essayer de comprendre comment l'animal se comporte, c'est très bien, mais ça remplacera pas quand même le fait de le voir évoluer au quotidien en vrai, ou alors d'aller ouais, j'allais dire d'aller regarder des vidéos ou de temps en temps d'aller au zoo ou dans des endroits où vous pouvez observer des animaux, que ce soit en liberté ou en captivité. Mais quand même, c'est pas pareil de le voir vraiment au quotidien, de s'en occuper, de passer du temps avec, que de l'observer comme ça 5 minutes de temps en temps. Donc bien sûr, a priori, vous n'allez pas vous amuser à adopter un éléphant ou à faire exprès de vous faire embaucher dans un zoo juste pour fréquenter des éléphants au quotidien si c'est un thème que vous devez exploiter. Mais enfin voilà, essayez de vous plonger un petit peu dans des univers peut vous aider. Là je parle des animaux mais ça marche avec tout. Moi à une époque j'ai vécu en Guyane et quotidiennement j'étais en train de me promener dans des sentiers de forêt quoi, donc c'était dans la forêt amazonienne. Et pareil, naturellement je me suis mise à dessiner des arbres et des plantes très typiques de l'Amazonie. Alors qu'en fait, je les avais pas sous les yeux, j'ai pas pris de photos, j'avais pas spécialement cherché à les refaire, pardon, ça venait un peu naturellement. Parce que, à force d'en voir partout autour de moi, tous les jours, et à regarder, etc., ben ça s'enregistrait un petit peu naturellement dans la tête. Voilà, donc je vais finir celui-là pour la panthère nébuleuse. Je pense qu'on a compris l'idée. Puis après, je vais proposer autre chose. N'hésitez pas à faire des repentirs, à revenir sur ce que vous avez fait si vous êtes trompé. Une fois de plus, on n'est pas là pour faire un beau dessin. C'est sûr que s'ils sont super beaux, c'est toujours gratifiant. Si vous pouvez en faire quelque chose, si vous pouvez les offrir à quelqu'un, les exposer chez vous, voire même les vendre si c'est quelque chose que vous voulez faire, bah, c'est toujours plus sympathique que d'avoir un dessin où les proportions sont moches et qui ne ressemblent pas à grand chose. Mais essayez de toujours garder en tête que c'est un entraînement, qu'il vaut mieux que vous vous entraîniez et que vos brouillons soient pas terribles et qu'à la fin vous arriviez à quelque chose de superbe, plutôt que vous fassiez toujours des choses vachement bien mais sans jamais sortir de votre zone de confort. Parce que vous progresserez pas en fait
Si vous n'acceptez pas qu'à un moment vous allez faire un truc moche, vous n'allez pas progresser, c'est comme dans tout. Enfin, moi de temps en temps je cuisine, je sais pas du tout faire de pâtisserie. Voilà, je me suis décidée à apprendre à faire une base de gâteau au chocolat. Ben, voilà, les premiers étaient vraiment infects et maintenant je m'en sors à peu près. Heureusement que je me suis pas arrêtée à ce gâteau infect et heureusement que je me suis pas non plus dit je ne ferai jamais de pâtisserie parce que je sais que je vais me planter. C'est dommage. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les panthères nébuleuses. Je pense qu'on a compris l'idée, donc moi je vais faire plein de croquis comme ça. Et une fois que c'est fait, là je vais le styliser. Donc ça peut passer par plein d'étapes pour sortir de ce côté réaliste. Euh, vous pouvez aussi bien sûr vous inspirer de choses qui ont déjà été faites. Aussi selon le style. Par exemple, je cherchais un félin, pour donner un exemple, je pensais à Shere Khan dans le livre de la jungle, alors je pensais à celui de Disney. Il est très anguleux, pour le coup il fait pas très disneyen dans le sens par rapport aux images modernes qu'on a des dessins animés Disney où tout est rond, etc. Shere Khan est vraiment très anguleux. Donc vous pouvez vous inspirer de personnages comme ça ou au contraire aller chercher quelque chose de plus rond ou quelque chose de plus réaliste ou quelque chose de beaucoup plus stylisé vraiment pour les tout petits. Mais en ayant cette base quand même vous saurez davantage où vous allez. Même si vous faites quelque chose où le personnage est hyper stylisé, ça va se voir en fait, que vous savez ce que vous faites, que vous savez comment il bouge, que vous avez vraiment regardé votre sujet, même si c'est un dessin hyper stylisé au final. Voilà, moi je vais faire ma base de crayonné, je continue un peu comme ça, voilà. Hop. Pour le crayonné, prenez votre temps. C'est pas un concours de vitesse. Si vous n'êtes pas rapide, ben c'est pas grave. Selon les personnes, il y a des gens qui vont se contenter de quelque chose de très peu abouti en 3 traits et ensuite faire leur ancrage par-dessus. Certaines personnes auront besoin de faire un crayonné hyper abouti avec plusieurs étapes, avec des crayons de couleur en partant d'un bleu très clair, puis en passant par un bleu un peu plus foncé jusqu'au bleu marine et ensuite seulement de faire un ancrage. C'est à vous de voir en fait. Vraiment, ne vous dites pas machin il fait comme ça donc il faut que je fasse pareil. Essayez vos propres techniques, vous pouvez vous inspirer des gens, mais si ça vous correspond pas, essayez autre chose. Parce que se braquer, se comparer, etc., ça mène rarement à de bonnes choses. Et surtout si c'est en termes de concours de vitesse ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée parce que vouloir aller vite à tout prix en dessin, la vitesse va venir naturellement avec la pratique. Moi, on me dit souvent que je dessine super vite, mais c'est parce que je fais plus trop de dédicaces depuis quelques années, parce que je suis pas énormément invitée en salon et parce que ben, voilà, la vie fait que c'est pas forcément toujours très pratique pour moi non plus. Euh, c'est aussi parce que je fatigue très vite quand il y a du monde et c'est de pire en pire, donc c'est un petit peu compliqué parfois pour moi voilà, d'être au contact de gens pendant 2 jours entiers, etc. Genre, voilà, je rentre souvent assez épuisée, je mets plusieurs jours à m'en remettre. Enfin, c'est pas facile. C'est pas pour me plaindre, c'est juste un constat, mais comme c'est de pire en pire, voilà, c'est compliqué. Bref, on s'en fiche, là, je pars complètement à raconter ma vie alors que c'est pas le sujet. Euh, Moi, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals quand j'ai commencé. Donc, moi, j'ai commencé à dessiner professionnellement, je crois que c'était en 2006, et après à faire mes premiers travaux vraiment de publication, même si c'était des collectifs de bande dessinée, c'était quand même à compte d'éditeur, c'était pour les éditions de la Gouttière et pour Petit à Petit. J'ai vraiment commencé vers 2009, et à ce moment-là, je faisais entre 12 et 15 festivals par an. Euh, Comme c'était des collectifs, ben, j'étais amenée à beaucoup les signer parce que dans ces cas-là, les gens qui achètent un album collectif veulent les faire signer par tout le groupe d'auteurs. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai été amenée à faire vraiment énormément de dédicaces et j'ai vu que je prenais le pli de dessiner de plus en plus vite. Parce que parfois il y avait du monde et on veut aller vite, on veut pas faire attendre les gens. Et on prend aussi des réflexes. Donc voilà, tout ça pour dire, la vitesse ça viendra en allant, mais c'est comme tout en fait. Si vous avez du mal à maîtriser des choses au départ, ça viendra au bout d'un moment, c'est pas... Faut pas se décourager et surtout faut accepter d'être patient, accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps et c'est pas très grave si
je comprends à quel point ça peut être frustrant de rater, de recommencer, etc. Moi, parfois, j'avoue que je me dis, je pense que si j'avais connu l'histoire et si je savais tout le boulot que ça aurait nécessité pour atteindre ce niveau-là et réussir à me professionnaliser et commencer à avoir des contrats réguliers, etc. et en vivre, vivre décemment de mon métier, je ne sais pas si j'aurais... si j'avais eu tous les éléments en main, je ne sais pas si je l'aurais refait. Parce que, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail, on se prend des claques, on réessaye, on fait un dessin, on en est super content, on le revoit 2 mois après, on se rend compte qu'il est horrible. Bon, ben voilà, c'est quand même assez décourageant hein, parfois, mais c'est pas grave, c'est la vie. On est là pour apprendre, on est là pour faire un chemin, et ça fait aussi partie de la vie de passer par un apprentissage. Et en plus, c'est quand même super gratifiant au final de se dire, ben voilà, c'est pas venu en un claquement de doigts, je l'ai mérité tout ça, et je me suis un peu acharnée, et voilà, et maintenant j'y arrive. Enfin, moi, je trouve ça plus gratifiant que de faire un truc et de réussir systématiquement dans la seconde, parce que dans ces cas-là, on se rend pas compte de la valeur des choses. Voilà, du coup, là j'ai ma panthère, je vais laisser sécher un petit peu. J'ai peur de gommer, que ça fasse une grosse traînasse. On va essayer. C'est raté! Je pense que c'est le papier qui fait ça. Ouais, c'est quasiment sûr, c'est le papier. Bon, c'est pas très grave. Voilà, moi je parlais de rater, de recommencer. Ben là, on a un bel exemple. C'est pas grave. Je pense que c'est à cause du papier qui n'est pas du tout fait pour l'encre. Moi, je m'en fiche un peu parce que c'était pour la démonstration. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi pour l'entraînement. Voilà, donc ça, vous pouvez faire ça avec tout. Et si vous ne savez pas du tout dessiner, je vous invite à vous tourner vers des bouquins pour apprendre à dessiner étape par étape. Donc ça peut être, comme je fais avec mes jeunes élèves ou avec mes élèves qui ne savent pas du tout dessiner, un truc étape par étape où vous avez un trait, un deuxième trait, un troisième trait et l'image se construit toute seule. Ou alors des choses qui vont vous proposer de dessiner avec des formes rondes ou des ovales ou des cubes, etc. Donc par exemple, vous commencez par un rond pour la tête. On va faire un petit rectangle pour le nez, un rond pour une première oreille, je fais une panthère de profil. Un trait pour commencer à dessiner le cou, un deuxième trait, c'est un animal sauvage, il faut que le cou soit quand même assez massif. On va refermer ici. Une sorte de rond ovale pour... je ne trouve plus le mot que je cherche pour le poitrail. Une ligne un peu courbe pour le dos, une deuxième ligne pour ajouter ici un petit bidon, 2 traits pour les pattes, un rond pour l'articulation pour bien voir où est-ce qu'elle va être, 2 traits parallèles, un rond, espèce de forme comme un galet, je sais pas trop, etc. Donc vous allez avoir des magazines ou des bouquins pour apprendre à dessiner. Moi, dans mes souvenirs, quand j'étais petite et adolescente, il y avait quelque chose, ça s'appelait, je crois que c'était 50 dessins de, donc c'était 50 dessins de chats, 50 dessins de chiens, 50 dessins de chevaux, 50 dessins de tracteurs. Je ne sais pas si ça existe encore cette série, mais je pense qu'on peut facilement trouver les bouquins sur des sites de vente en ligne ou d'occasion. Et voilà, c'était un peu ce principe-là, c'est que vous aviez les formes et après on passait à quelque chose de plus abouti avec un genre d'ancrage. Moi je sais que ça me frustrait beaucoup parce que je manquais vraiment de rigueur quand j'étais petite. Enfin, l'apprentissage disons était assez compliqué sur certains domaines et du coup toujours maintenant je suis pas du tout bonne pour suivre un tutoriel. Ça me fait rire parce que j'en fais moi-même mais je suis pas très bonne pour ça en tant qu'élève. Mais je sais que ça me frustrait ce genre de technique d'apprentissage parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de bases, des formes assez simples, mais c'était parfois dur de trouver l'équilibre et les proportions. Et d'un coup, on avait le dessin super abouti. Donc moi, ça me frustrait beaucoup. Mais bon, ça reste quand même un bouquin d'apprentissage. Et je pensais aussi ce matin, j'avais déjà dit dans des vidéos et même en général dans des interviews et dans des articles que j'ai écrits que je me considère comme autodidacte. Et en fait, en y repensant, je me disais, bah, c'est un peu gonflé en fait. Je pense que personne n'est vraiment autodidacte.
dans le sens où on est tellement abreuvé depuis notre naissance par des centaines et des milliers d'années de création artistique autour de nous, et en plus on est dans une époque où on est tellement aux prises avec des images en permanence, que ce soit dans la publicité, avec les livres, avec la télévision, etc., que dire qu'on est autodidacte, c'est quand même un peu gonflé en fait. Enfin, je pense pas que ça parte d'une mauvaise intention, mais en fait, moi quand je dis ça, d'un coup j'ai revu ma copie ce matin, je me suis dit mais non. C'est-à-dire que j'ai pas suivi de cours de façon régulière et assidue, etc. Par contre, très régulièrement, quand je pouvais aller à un festival de bande dessinée, j'emmenais mon classeur, je le montrais à des professionnels et je demandais des avis. Je demandais aussi des avis régulièrement à mon grand-père qui peignait énormément et qui était assez talentueux et qui me donnait des conseils. En fait, c'est à force d'avoir ces petits conseils mis bout à bout que je m'entraînais par rapport à ce conseil, je le mettais en application. Mais tout ça, c'est pas sorti de ma tête comme ça. Donc, en fait, je me dis, bah si c'est qu'on fasse une école ou que ce soit juste des petits conseils, ça reste des personnes ou des livres ou quoi que ce soit qui nous ont appris un savoir-faire. Euh, des gens qui vont vous dire, je suis totalement autodidacte. En fait, ça. Désolée, je veux pas être désagréable en disant ça ou insultante ou quoi que ce soit, mais à moins que vous ayez grandi élevé par les loups et que vous n'ayez pas bougé d'une grotte dans laquelle il n'y a pas du tout de dessin ou quoi que ce soit, je vois pas comment on peut être autodidacte en fait. Qu'on ait appris soi-même des techniques, qu'on soit entraîné, etc., c'est une chose, mais on va toujours avoir des influences, etc. Et voilà. Après, pour l'apprentissage, chacun fait comme il veut, on est tous plus ou moins sensibles à des choses. Certains vont préférer avoir une passation de savoir depuis une personne jusqu'à eux, directement. D'autres vont être plus à l'aise dans le fait de lire des conseils, d'autres de suivre des vidéos, d'autres d'entendre les conseils à l'oral. Euh, ça va dépendre des gens. Donc en fait, il n'y a pas une bonne façon de faire et je pense pas qu'il faille mettre comment dire, un point d'honneur ou une prétention particulière à dire moi j'ai fait une grande école ou au contraire moi je m'en suis sorti entièrement seul. Je pense que bah, c'est un petit peu comme sur ces dessins là, quoi. C'est le résultat qui va compter et voilà, c'est pas. Moi, je considère que c'est pas très important la façon dont on y est arrivé, tant que ça n'a pas été par des événements traumatisants ou extrêmement pénibles. Ben voilà, on arrive là, ben c'est bien, tant mieux, et voilà, la vie est belle. Du coup, je vais juste en profiter pour finir, pour faire un petit step by step comme je propose à mes élèves. Alors, du coup, on repart sur la panthère, je vais faire quelque chose de très simple. À la base, ce genre de dessin, je les propose à mes élèves dans mes initiations à la bande dessinée parce que ça tourne quand même beaucoup autour de la narration. On dessine très peu, on va surtout parler des bulles, de comment les placer, de quelques visages de personnages basiques. Et après, je laisse un peu les enfants ou les adultes, hein, peu importe, dessiner librement et je fais du cas par cas pour les aider. Mais quand ce sont des classes nombreuses, le cas par cas, parfois c'est compliqué. Parfois aussi j'ai des élèves tellement timides qu'ils ne veulent pas que je vienne les voir, donc ça peut être compliqué. Et surtout, ça va entraîner un truc un petit peu désagréable entre ceux qui ne savent pas du tout dessiner, qui se comparent à ceux qui ont déjà un bon niveau et qui vont faire des trucs et être très à l'aise. Du coup, moi j'aime bien proposer ce step by step parce que ça va être un petit peu mon style de dessin et de façon naturelle, ça va se fondre avec ce que les élèves vont redessiner. Donc en plus, comme on a passé un moment ensemble, que les élèves me connaissent, etc., il y a un côté un petit peu sympa, je pense, pour eux à dire je dessine à la manière de Alex Imé, mais en même temps c'est quand même mon style. Et surtout pour ceux qui ne dessinent pas du tout, il y a un côté hyper gratifiant à ressortir avec un dessin qui ressemble à quelque chose. Et j'avais fait ça avec des classes de maternelle, donc je pense qu'ils avaient 5 ans. Donc là, tout le côté narration, forcément ça tombait à l'eau puisqu'ils ne savaient pas lire ni écrire. Donc j'avais dû m'adapter, on avait beaucoup travaillé sur ce genre de dessin step by step, tout en les laissant essayer de créer leur propre chose, mais ça leur donne des bases en fait quand même. Et pour ceux qui ne savent pas du tout dessiner, ben, c'est super gratifiant pour eux de ressortir avec quelque chose qui ressemble ben, à l'animal qu'on a évoqué. D'ailleurs, j'avais des parents d'élèves qui venaient chercher les enfants à la fin du cours, et les enfants leur donnaient les dessins, et certains parents d'élèves ne comprenaient pas, ils disaient « Mais c'est qui a fait ça du coup? C'est la maîtresse? Non, c'est moi! Non, non, mais c'est qui ?» Donc c'était plutôt marrant, parce que c'est vrai que ça fait quand même un truc assez abouti, ça fonctionne bien. Moi, j'essaye d'attendre les élèves, à chaque fois, je leur demande est-ce que
est-ce que je peux continuer, est-ce que tout le monde a bien suivi et tout, est-ce qu'il y a des questions, et si vraiment il y en a qui n'y arrivent pas du tout, je vais les voir et je les aide à reprendre leur dessin, ou je leur dis, bon là, on va repartir là-dessus et on va rattraper ça comme ça. Donc je dis tout ça parce que je sais que certains de mes collègues ne sont pas du tout pour cette démarche, euh, en me disant on est là pour qu'ils créent. Moi à chaque fois, parce que ça fait 15 ans que je donne des cours, donc j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de choses, et c'est aussi à force de donner des cours que je suis arrivée à cette conclusion de, à la fin d'un atelier, je prends 10 minutes pour qu'on conclue sur ce dessin. Même ceux qui savent dessiner sont contents la plupart du temps, parce que ça leur propose une alternative très différente à ce qu'ils auraient fait spontanément. Et bah, voilà, ce truc de dire moi je les laisse créer. En fait, créer, c'est bien quand on a déjà des outils. Moi, par exemple, je ne sais pas du tout jouer de guitare. Je suis nulle pour jouer de la musique. Vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé plein de fois, des gens qui jouent super bien de la guitare, qui me mettent leur guitare entre les mains et qui me disent vas-y, amuse-toi. Et forcément, je fais un truc nul. Et en plus, moi, je m'amuse pas du tout. Je bon, ding ding. Et, euh, et en général, les gens en face de moi finissent par s'énerver parce que, comme ils savent déjà très bien jouer, ils pensent que je fais semblant, que je fais exprès, etc. Et tout le monde se braque et tout le monde passe un mauvais moment. Et surtout, moi, j'ai absolument rien créé d'intéressant. Et voilà. Donc, moi, j'ai parfois eu des gamins qui se sont retrouvés à pleurer, à dire, quand on leur dit vas-y, crée, à dire mais c'est nul, parce qu'ils sont pas idiots. Des fois, ils sont quand même bien conscients, même si on essaye de les encourager, que ce qu'ils font, bah, c'est pas complètement transcendant. Et voilà, du coup, c'est pour ça que moi, cette technique de step by step, je l'aime bien, et que même si certains de mes collègues ou des enseignants avec qui je travaille ne comprennent pas trop le principe, moi, je reste sur, sur ce... Je trouve pas le mot, mais en tout cas, je reste sur cette idée de continuer de proposer ça, et bah, si ça leur plaît pas, tant pis, hein, ça prend 10 minutes, c'est pas non plus comme si je gâchais 4 heures de leur vie. Alors bref, donc pour faire une panthère, moi je vous propose de commencer par un triangle pointé vers le bas. Faites bien attention de ne pas dessiner trop grand ou trop petit. Là j'ai commencé plutôt au milieu de la feuille. Essayez de faire à peu près les mêmes proportions. On peut, là ça va être le museau, on peut l'affiner un tout petit peu plus en ajoutant un petit pic sur le côté. Et on va continuer ce trait horizontal qu'on a là. Pour faire un reflet, on va généralement laisser une partie blanche, que ce soit dans des cheveux, dans des yeux ou sur un museau d'animal. Donc je fais un trait bien horizontal, la partie du haut va rester blanche et tout le reste je la colorie avec mon crayon ou avec mon feutre. Voilà, ça nous fait donc un museau bien noir avec un reflet. Je vais faire un U comme la lettre U, donc je pars à côté de mon triangle et je viens le relier à la pointe du triangle. Je repars du même endroit, je fais un autre U légèrement plus long parce que l'animal va être vu de 3/4. Quand c'est fait, je vais faire le museau. Si c'était un chat, je ferai un tout petit museau. Là, on est sur une panthère, donc elle a quand même un museau assez long et assez fort. Je vais partir d'ici, je vais remonter en allant vers la droite. Là, c'est selon chacun. Vous pouvez faire un museau avec une bosse un petit peu plus prononcée, un museau plus court, un museau plus long. C'est comme vous voulez. Quand vous en êtes là, vous pouvez faire un œil, donc soit un rond, soit une forme plus en amande. Donc on est quand même sur un félin, donc ça peut être joli de faire une forme d'amande, ou en tout cas plus étirée, un petit peu plus ovale, étirée vers l'extérieur. Je vais faire un deuxième rond en essayant de le faire à peu près à la même hauteur, à peu près de la même taille. Alors là, faites bien attention parce que si vous n'êtes pas bien en face de votre feuille, ou si vous vous avachissez sur votre feuille, comme ça arrive souvent, surtout quand on dessine depuis pas mal de minutes, voire d'heures, on a tendance à complètement se voûter, à être complètement étalé sur sa table. Le problème, c'est qu'au-delà de vous faire mal au dos et aux épaules, vous allez avoir une image complètement déformée. Donc vous serez allongé, vous allez voir votre dessin depuis votre table, il va vous sembler très beau, et au moment où vous vous relèverez, vous verrez qu'il part complètement de travers vers la gauche ou vers la droite selon, et c'est dommage. Donc essayez de rester bien droit par rapport à votre feuille, et si vous n'y arrivez vraiment pas, régulièrement allez faire une pause, allez faire autre chose, ça va vous vider un petit peu la tête, et quand vous revenez, vous verrez toutes les erreurs sur votre dessin. Vous pouvez aussi, si vous êtes un peu pressé,
prendre votre dessin, le retourner pour le mettre contre une fenêtre ou prendre une table lumineuse. Et là, le fait de le retourner, vous verrez aussi toutes les erreurs, ça va vous apparaître très fort. Moi, je le fais encore, ça, quand je dois faire une illustration. Au moment de l'ancrer, ou même quand elle est scannée, etc. Je la retourne, que ce soit manuellement avec une table lumineuse, pardon, ou en la mettant sur une fenêtre pour avoir la lumière, ou alors sur Photoshop, je fais une symétrie. Je vois toutes les erreurs, et parfois mon dessin il est un peu biscornu. Donc là, avec Photoshop, on a un outil qui s'appelle transformation, donc CTRL-T pour ceux que ça intéresse. On va pouvoir venir rétablir un petit peu le dessin s'il est vraiment trop de travers. Pardon, j'ai oublié de commenter ce que je faisais. Donc dans mon rond, je vais faire un deuxième rond plus petit. Ça va être la pupille de l'animal. Et à l'intérieur de ce rond plus petit, je vais faire un rond encore plus petit. On a 3 ronds imbriqués les uns dans les autres. On va laisser le gros rond en blanc, le petit rond en blanc, et le rond moyen qui ressemble à un croissant, je vais le colorier avec mon crayon ou avec mon feutre. Ça va donc nous faire un reflet. Le reflet, le principe, c'est que ça va donner un air sympathique et mignon au personnage. Déjà, ça lui donne plus d'expression. Et en plus, c'est le principe du chapeauté dans Shrek, ou le chapeauté tout court, puisqu'il a son propre film. Quand il veut se rendre attendrissant et mignon, il va faire en sorte que ses yeux se mettent à briller très fort. Donc c'est un petit peu le principe des mangas aussi. Quand vous voyez un personnage un peu kawaii qui se met à avoir plein de reflets partout dans les yeux, ça le rend super mignon. Alors du coup, je continue. Je vais faire la bouche de la panthère fermée. Donc je me mets ici à moitié de mon premier U. Je vais faire une forme de C, comme la lettre C. Moi j'ai envie qu'elle ait un menton assez fort parce que c'est une panthère, c'est un animal sauvage et je veux pas qu'on le confonde avec un chat. Donc je vais faire un C assez dense, mais vous pouvez le faire beaucoup plus petit si vous préférez. Je vais pouvoir l'étirer jusqu'ici, donc vous voyez je suis... Mince, ça a bavé. Je suis le contour de la bouche. Moi à ce moment-là je vais continuer en finissant le côté gauche pour moi du dessin et du coup le côté droit du visage. Je me mets à moitié des yeux, je vais faire un petit C, comme la lettre C. Je remonte à côté des yeux et très rapidement, je vais tourner en remontant un peu vers la droite. Je dis très rapidement parce que la plupart des animaux n'ont pas un front aussi haut que les humains. Et c'est là que ça va... Souvent, il y a un truc qui cloche et on ne comprend pas pourquoi. On se dit, mon animal a une tête d'humain, ça fait bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas toujours ça, mais souvent, c'est que le front est trop haut. Quand j'ai fait tout ça, je vais pouvoir faire les oreilles. Je fais une petite encoche pour faire quelque chose d'un peu plus abouti. Si c'était un panda, je ferais directement un rond, mais là on est sur une panthère. Petite encoche et une forme arrondie pour les oreilles. Je vais faire la même chose symétriquement pour faire la deuxième oreille. Ici, je descends jusqu'au milieu des yeux et je vais pouvoir faire un petit C à l'envers, plus ou moins prononcé, et le relier au bas de la mâchoire du coup pour faire l'autre joue. Pour l'intérieur des oreilles, je peux faire une forme de S. Je vais faire la même chose de l'autre côté symétriquement. Si vous voulez, vous pouvez doubler le S et remplir cette zone. Ça, ce que je viens de faire, vous pouvez aussi le faire à la couleur, par exemple avec du marron. Si votre animal est dans des tons un peu beige ou jaune, vous prenez un marron clair ou un marron plutôt foncé, ça dépend ce que vous voulez, et vous venez le dessiner pour que ce soit un petit peu plus doux. Pour les oreilles, vous pouvez faire des petits pics pour symboliser les poils. Alors là, je les fais en remontant, vous pouvez les faire en descendant, ça n'a pas vraiment d'importance. Pardon. Ensuite, je vais faire son cou. Alors, il va avoir un cou assez ample. C'est un animal sauvage une fois de plus. Je me mets ici, je descends un petit peu en allant vers la droite. Là, je choisis un petit peu au pifomètre, mais voilà, à peu près à ce niveau-là par rapport à la fin de la bouche, à l'œil. Hop. Je vais faire la deuxième partie de son cou pour le terminer. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais juste amorcer le poitrail et l'épaule. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire des petites moustaches. Donc, essayez de ne pas faire des moustaches droites. Ayez la main un peu légère. Et faites des formes un petit peu arrondies. Moi, j'aime bien mettre les moustaches sur les joues.
Si on veut être plus réaliste, elle serait plutôt ici, et on peut même rajouter des petits points. Moi, je préfère faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi lui rajouter des sourcils. Alors les sourcils, selon l'expression du visage que vous voulez avoir, ça va tout changer. Donc là, notre personnage est de toute façon en train de sourire. Si vous voulez qu'il reste juste souriant et content et gentil, on va lui faire des sourcils en forme de pont. Si vous voulez qu'il ait l'air gentil mais un petit peu embarrassé, vous allez lui faire des sourcils tristes, qui descendent comme ça de chaque côté de son visage. Comme il sourit, si vous lui faites des sourcils en colère qui rentrent vers l'intérieur de son visage, il va avoir l'air méchant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui faire des sourcils asymétriques, un sourcil relevé, peu importe si c'est le gauche ou le droit, et un sourcil soit triste, soit en colère. Triste, ça va lui donner un air un petit peu embêté, mais gentil ou un petit peu sceptique. En colère, ça va lui donner l'air plutôt taquin, un peu canaille, malin, etc. comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez élargir ce sourcil pour que ça fasse un petit peu moins plat. Vous pouvez aussi élargir juste la base du sourcil et le réduire en allant. Vous pouvez ajouter 2-3 petits poils si vous voulez, pour que ce soit aussi un peu plus marqué. Le sourcil en colère, vous pouvez aussi l'incurver très légèrement. Là, c'est à vous de voir. Voilà. Si vous voulez également, vous pouvez rajouter un peu de noir sous les yeux du personnage pour lui donner le regard un petit peu plus profond. Vous pouvez faire pareil au-dessus. Alors plus vers l'extérieur si possible, plutôt que de tout cerner. Ça, après, c'est à vous de voir, vous faites vos essais, peut-être que vous préférerez tout cerner. Certaines personnes aiment bien faire un trait un petit peu inspiré de l'eyeliner, donc ça va faire assez féminin. Tout de suite, c'est des codes. Je dis pas que c'est un truc de femme absolument de mettre de l'eyeliner, mais ce sont des codes qui vont faire penser à quelque chose de féminin. Voilà. Vous pouvez les faire de différentes formes. Plus elles vont s'éloigner du visage, du centre du visage, pardon, plus elles vont être grosses. Donc, selon les gens, certains en font à peine quelques-unes, certains font ça d'après photo pour les faire super bien, d'autres vont le faire absolument partout, de taille égale. Là, c'est vraiment à vous de voir. N'hésitez pas à regarder des photos, à regarder des images que vous aimez, à refaire un petit peu les choses en vous en inspirant. Je dirais qu'il a la varicelle. Donc le museau va rester blanc hein, en général, ainsi que la partie du poitrail. Si ça vous arrange, vous pouvez dessiner cette partie en pensant bien que ici, vous allez avoir le muscle des épaules. Donc voilà. Essayez, si vous faites une mise en couleur ou des ombres, etc., de vraiment penser en relief. Dites-vous, là, c'est pas plat. On va, du coup, là, ça n'a plus rien à voir avec l'exercice, mais je redessine par-dessus. Dites-vous bien que là, voilà, on va avoir les épaules. Pensez en termes de structure, en termes de 3D. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un maillage en 3D, c'est-à-dire venir dessiner les choses avec 2 traits pour comment dire, comme modeler les choses. Et au moment où vous allez poser vos ombres et vos lumières, vous comprendrez mieux comment les placer. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, là peut-être qu'on part dans des choses un petit peu plus compliquées, mais voilà. Je peux aussi épaissir un petit peu le nez ici. Et voilà. Donc là, on était parti sur la panthère. Donc si vous voulez que je vous fasse d'autres modèles avec, je sais pas, des oiseaux, des éléphants, des hippopotames, des pandas ou que sais-je, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai, si je trouve le temps, de le faire, de vous proposer autre chose. Si vous avez des questions de façon générale, n'hésitez pas à me les poser, soit sur le métier d'auteur de bande dessinée, soit sur des dessins que vous voulez apprendre à faire, des techniques. Voilà, je réfléchis en même temps à ce que je dis. Je continue d'espérer réussir à faire un tutoriel d'aquarelle prochainement. Une fois de plus, c'est pas la façon de faire, c'est ma façon de faire de l'aquarelle. Je dis pas que c'est la bonne manière. Ça se trouve, elle ne vous correspondra pas du tout, mais moi, c'est ce que je vous proposerai.
En termes de questions, voilà, ouais, questions sur les métiers d'illustrateur, d'auteur, même pourquoi pas de comment est-ce qu'on fait un dossier de bande dessinée pour trouver un éditeur, parce que je me rends compte, ça m'arrive parfois que des scénaristes amateurs me contactent et je vois vraiment que euh, bah, quand on n'est pas dans le milieu, et en même temps c'est logique, hein, on n'a aucune idée de comment ça se passe, et parfois les gens me disent bah, comment est-ce que je fais, est-ce que je contacte un avocat, ça y est j'ai déjà déposé mon projet. Je pense que là c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, et parfois des particuliers me proposent de me payer alors que leur but c'est de faire éditer la bande dessinée, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, peut-être que je ferai spontanément une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me demander vous aussi si ça peut vous intéresser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bon courage si vous participez au concours de dessin animalier de Chambéry. Et voilà, je me répète un petit peu, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Très bonne journée, au revoir.